Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, vous pensez peut-être que le fait d'avoir été adolescent vous-même vous aidera avec vos adolescents. Cruelle erreur, pour bien des raisons qu'on va examiner avec le pédiatre Arnaud Fersdorf. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buan. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu anniversaire aujourd'hui, les 100 ans de la mort d'Anatole France. Les programmes, ceux de français, évidemment. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec le cours particulier de Marie-Olivier. Portrait de pédagogue aujourd'hui, celui de Marguerite Soubéran. On partira dans la Drôme au tournant des 19e et 20e siècles. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Arnaud Fersdorf, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre, vous publiez un nouveau livre chez Hatier Parents. Son titre, Votre ado, le décrypter, le motiver, l'aider à s'accomplir. Vaste programme, je dois dire que vous le remplissez de manière très spectaculaire. Le livre est exhaustif, près de 400 pages, il pèse son poids. Il est aussi informé, accessible à tout un chacun, rassurant, pratique. J'arrête là, vous aurez compris que j'ai beaucoup aimé. Vous avez même pensé à rédiger des encadrés qui s'adressent directement aux adolescents. Donc c'est un livre qu'on peut voir, qu'on doit laisser traîner nonchalamment sur la table du salon. Vous écrivez dès l'introduction que la génération actuelle d'adolescents vit une expérience unique dans l'histoire. Pourquoi ? On peut le dire, allez, pour faire court, les réseaux sociaux. Aucune génération de parents n'a eu des ados comme on en a aujourd'hui. C'est un phénomène tellement nouveau qu'on ne peut que inciter les jeunes parents, les grands-parents à se tenir informés du mode de fonctionnement des réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose que vous sentez quand vous voyez des ados. Moi, je vois en consultation des adolescents, des adolescentes qui sont submergés par ce qu'ils trouvent ou ce qu'ils trouvent sur les réseaux, et les parents qui sont même pas au courant de ce qu'on vont voir leurs enfants. Et à tel point que maintenant c'est la génération papa, maman, non, t'as pas raison. Tu vois, là c'est marqué, non, tu te trompes. Donc c'est vraiment, faut pas rater le coche. Et parfois, docteur, tu te trompes, non ? Enfin, j'espère absolument. qu'il vous voit d'ailleurs, les grands. Mais absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait l'interaction. Au fond, c'est très bien ce que vous dites, parce que les parents grandissent grâce aux enfants, donc ça veut dire qu'il faut savoir écouter son enfant, mais les pédiatres aussi grandissent grâce aux enfants. C'est interactif. Et donc vous êtes obligé, vous aussi, d'en tenir compte. Il y a d'autres raisons pour lesquelles cette génération vit une expérience unique dans l'histoire. D'abord, c'est que la puberté, elle a évolué, elle est devenue de plus en plus précoce. On sait pourquoi. Alors c'est un peu compliqué. Souvent, les parents confondent puberté et adolescence. Adolescence, c'est vaste, c'est cette transition un peu dans les nuages entre l'enfance et le monde adulte, grosso modo, et qui inclut, entre autres, la puberté. La puberté, c'est l'apparition des signes, ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire la pilosité, l'acné, le bassin qui s'élargit, les règles, le pénis qui grandit, etc. Et les signes, les premiers signes d'apparition d'une puberté, comme les glandes mammaires qui gonflent un peu, etc., sont de plus en plus précoces, pour des raisons très diverses. D'abord, la stimulation, on est dans un monde de compétition, quelque part, et ça joue énormément sur le développement des enfants dans les pays, je dirais, de l'Europe de l'Ouest, les pays occidentaux, et probablement aussi, peut-être, certains perturbateurs endocriniens. Mais ça, c'est très difficile. C'est pas encore établi. En tout cas, grand conseil que vous donnez aux parents, l'adolescence pour le parent, elle commence bien avant à la fois l'adolescence et la puberté. Vous dites qu'il faut vraiment consulter au minimum tous les 8 mois. Pour pas rater le coche, quoi. Il faut pas rater le coche. Il faut savoir que, j'ai envie de dire, l'adolescence, elle commence à la naissance, presque. Mais oui, mais c'est vrai. Quand je vois un bébé en maternité pour l'examen des premiers jours et que j'ai les parents ou le parent à côté de moi, la première chose que je leur dis, écoutez-le, décryptez-le. C'est un apprivoisement et ça va durer des années et ça va vous aider à aborder l'adolescence plus tard. Et ça n'a l'air de rien, mais il faut préparer à l'avance. Ouais, je vous cite, un enfant écouté et valorisé par ses parents bénéficie d'une meilleure préparation au dialogue pour lorsque l'adolescence arrive. Même chose sur cette précocité, l'acné qui arrive aussi, qui est plus répandu aujourd'hui que chez les ados des années 1970, c'est pareil, c'est les perturbateurs endocriniens ? C'est les produits utilisés, c'est les savons qui ne sont pas adaptés, c'est je veux faire comme la copine, la pollution, c'est évident, la vie en intérieur, on sort moins, on est
peut-être plus devant les écrans. Il y a donc une hygiène. C'est un tout. Une hygiène qui fait que, ben oui, ça peut favoriser, effectivement. En vous lisant, il y a beaucoup de chapitres où je me suis dit, mais bon, est-ce que ça c'est nouveau ou est-ce que on en parle plus parce qu'on le diagnostique plus, on le diagnostique mieux? Exemple, l'endométriose, par exemple. On a déjà fait d'ailleurs plusieurs émissions ici même sur ce sujet. C'est quelque chose, j'ai l'impression, d'il y a 25 ans, on n'en parlait pas. Enfin, déjà, même il y a 5 ans. Alors, l'endométriose, c'est vrai que j'en parle dans le livre, c'est un vrai sujet parce que beaucoup de femmes font de l'endométriose, elles en faisaient au Moyen-Âge, certainement. Mais c'était peu diagnostiqué. Pourquoi? La femme n'avait pas la voix au chapitre. On disait, elle a ses règles, qu'elle nous fiche un peu la paix, et puis on l'envoyait bouler. Maintenant, heureusement, on a des techniques d'investigation comme l'IRM qui permet d'aller voir dans le ventre, dans le bassin, et de dire, ah oui, mais attendez, non, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a certainement d'autres facteurs, les PE, enfin les perturbateurs endocriniens, mais on avance dans le diagnostic et la prise en charge, ça c'est important. Les troubles du comportement alimentaire, autre sujet récurrent sur ce plateau. Les TCA. Ouais. Alors ça commence dès le bébé. Une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Le petit morceau caché dans la cuillère. Et l'enfant, le nourrisson qui se retrouve avec un morceau dans la bouche alors qu'il ne l'a pas vu. Le nourrisson, il a besoin de voir. Il faut qu'il voit ce qu'on va lui donner à manger. Si on le trompe en cachant quelque chose dans la purée, il va perdre confiance dans le parent. Et après, ça peut donner des difficultés, ça peut faire apparaître des troubles du comportement alimentaire. On connaît bien le sujet chez les nourrissons. Et après, ça peut aller loin. Tu termines ton dessert, tu termines ton plat, sinon tu n'auras pas ton dessert. C'est des choses qui sont connues. Et attention, le pédiatre que je suis en parle, explique aux parents, ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait les mêmes bêtises avec mes propres enfants. Voilà, rassurez. Vous aussi, vous avez essayé de faire manger des légumes verts dans un biberon sans cacher le petit truc dans la cuillère, on faisait un peu ça à l'époque. Ouais. Donc oui, il faut évoluer, il faut changer les pratiques. Nous, c'était les brocolis. Il faut en manger chez les femmes enceintes. Il y a des aliments comme ça, quand elles le prennent, le fœtus s'y habitue et il mangera ça mieux un peu plus tard. D'accord, donc l'adolescence ne commence pas à la naissance, elle commence avant. Finalement, si on a envie, c'est le fœtus. Les 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours, en incluant effectivement les 9 mois de gestation à ce moment-là. De plus en plus de jeunes, je vous lisais, dites-vous, se laissent tenter par la chirurgie esthétique de manière assez jeune, c'est-à-dire dès l'âge de 18 ans. Augmentation très notable, dites-vous, depuis 2019. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça se passe maintenant, là. L'image. L'image toujours. Donc les réseaux, toujours votre première porte d'entrée. Les filles en particulier, mais pas que, les garçons aussi. Il y a cette notion d'image, de correspondance. En fait, on le voit. À la sortie des collèges, ça commence là, même déjà avant. Ça scrolle. Je veux ressembler à elle, je veux ressembler à lui. Et donc. Mais de là à passer sur le billard, il y a quand même il y en a qui sont prêts à aller loin. Et alors, c'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'il faut accompagner, écouter et ne pas être dans l'injonction en disant mais non, c'est pas pour toi. Non, ça marche pas. Mais ça, c'est un conseil général. On peut vendre la mèche, que vous donnez quasiment. J'exagère en disant chaque page du bouquin, il y en a 400. Mais vous y revenez très très souvent. Le dialogue, l'écoute, l'absence de jugement. La bienveillance. La bienveillance. Savoir de quoi on parle. Et puis, un truc tout bête, mais ne jamais dire à un ado « Ouais, bon, ça va, ça, on me l'a fait pas. Tu sais, moi, j'étais ado avant toi. Voilà. » C'est la pire des choses qu'un ado a besoin d'entendre. L'ado, finalement, ce dont il a besoin, c'est l'écoute, bien sûr, mais c'est d'avoir l'impression d'avoir inventé le fil à couper le beurre, comme on disait autrefois. Mais c'est ça. Mais oui, être valorisé. Et pas qu'on lui fasse sentir « Ouais, tu sais, t'as pas inventé la poudre. Hein. » Non. Bon, allez, si vous vous dites que vous avez fait 2-3 bêtises avec votre ado, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls. Il y en a quelques-uns sur le plateau. Vous l'avez concédé, je peux l'avouer bien volontiers. Guillaume est un peu trop jeune pour tout ça. Mais ça viendra, Guillaume, votre tour viendra. Arnaud Fersdorf publie chez Hatier Parents, votre ado, le décrypter, le motiver, l'aider à l'accomplir. On le retrouve juste après l'anti-sèche, Guillaume Buron. Ouais. Faut que je valide ce que vous venez de dire. Ouais, j'en suis beaucoup vierge. trop. Oui, tout à fait. Super, bravo. Mais vous vous souvenez, de toute façon, maintenant, un Guillaume averti. Effectivement, vous le saurez pour les prochaines fois. Vous le saurez pour la suite. Question de littérature aujourd'hui dans l'Anti-Sèche, avec un grand nom dont on célèbre les 100 ans de la mort, Anatole France. Ça renvoie évidemment au programme de français. Oui, grand écrivain français qui est étudié au collège, ça on le sait. Un petit peu moins, malgré tout, selon quelques professeurs. Effectivement, beaucoup de professeurs m'ont dit, mais je ne peux pas vous dire grand
grand-chose, on l'étudie plus. Anatole qui? J'ai tenté. Anatole qui, c'est ça. C'est un peu la réponse qu'on me donnait. Bon, nous, on va essayer justement de revenir un peu en arrière et dire qui était Anatole France. Déjà, il faut commencer par son nom et son prénom. François Anatole Thibault. Voilà comment il s'appelait avant. Il est né le 16 avril 1844. C'est le fils d'un libraire. Il a justement été longtemps élevé dans la librairie parentale et paternelle. Il en gardera d'ailleurs le goût du livre, puisqu'il avait une connaissance intime justement de la période révolutionnaire, puisqu'en fait la librairie de son père était spécialisée sur la Révolution française, avec de nombreux ouvrages et des documents. Un établissement qui a été fréquenté par de grands noms, excusez du peu, les frères Goncourt, je ne sais pas si ça vous parle, peut-être pour certains. Anatole France est autodidacte, là aussi, un lecteur insatiable dès sa plus tendre enfance. Il se montre un littérateur donc précoce. Il a aussi écrit ses premiers textes à l'adolescence. Tenez, on en parlait. Il s'introduit d'ailleurs très jeune dans les milieux érudits et bibliophiles de la capitale, tout en se mêlant à des poètes, notamment de l'école parnassienne, un mouvement qui était à cette époque-là, pour tout savoir, opposé au romantisme. Quand débute véritablement sa carrière littéraire? Assez tôt. Malgré tout, les premiers ouvrages ont été publiés, notamment c'était une étude d'Alfred de Vigny, qui était un poète dramaturge et romancier, puis ses poèmes dorés en 1873 dédiés à Lecomte de Lille, avec qui il collaborait notamment au Sénat, et un drame en vers à la manière antique intitulé Les Noces corinthiennes en 1876. France, donc, Anatole de son prénom, s'oriente tardivement vers le roman tout de même. Il connaît son premier succès à 37 ans, en 1881, avec Le Crime de Sylvestre Bonnard, couronné d'un prix de l'Académie française en 1882, une année plus tard. Il devient en 87 un grand critique littéraire pour le prestigieux Temps, qui était donc à cette époque un quotidien français. Et en parallèle de cela, il est élu dès le premier tour à l'Académie française, au fameux fauteuil 38. C'est une institution culturelle donc, dont la mission, on la rappelle, c'est de contribuer à un titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des lettres. Et il a pour fonction de tenir un dictionnaire aussi récent pour mettre à jour nos mots qu'on utilise, on le sait notamment. Anatole France, écrivain, mais aussi intellectuel. Très engagé. Ouais, effectivement, très engagé. Il a publié notamment un vaste cycle romanesque intitulé L'histoire contemporaine entre 1897 et 1901, qui regroupe sous la forme d'une conversation entre différentes personnes de province, diverses analyses de faits contemporains, et qui contient surtout un rendu très sévère des effets néfastes de l'affaire Dreyfus. On est à cette époque-là, on en a parlé d'ailleurs ici même de cette affaire. Anatole France a pris le parti, comme Émile Zola à l'époque, qui avait notamment écrit J'accuse, on s'en souvient, en 1898. Marcel Proust aussi pour la réhabilitation du capitaine Dreyfus. Dans ses ouvrages ultérieurs, Anatole France s'est fait l'avocat aussi des causes humanitaires, des causes sociales. Il a plaidé en faveur de la liberté civique, de l'école publique, du droit au travail, tout en dressant une satire là aussi des abus politiques. Voilà, aujourd'hui, c'est un fervent critique. C'est comme ça qu'on le voyait à l'époque, et surtout très engagé sur des affaires qui ont secoué la France à ce moment-là. L'affaire Dreyfus, justement, cette crise politique de la Troisième République, 1887-1899, elle a divisé l'opinion, elle a scindé en deux camps, une opinion qui était opposée à la culpabilité ou alors à l'innocence à cette époque du capitaine Alfred Dreyfus, qui a été condamné à tort pour des faits d'espionnage au profit de l'Allemagne. Alors, sachez qu'au-delà de ce scandale, l'affaire Dreyfus a été aussi un puissant révélateur des clivages idéologiques et politiques en France juste avant la Première Guerre mondiale. Alors, au sortir de la guerre, là, il a totalement changé. Il a quitté... Là, on reparle d'Anatole France. Effectivement, Anatole France a quitté en fait les romans, et là, il s'est plus converti en journaliste, on peut le dire tel quel, puisqu'il a écrit dans le journal L'Humanité et dans le Figaro, que vous pouvez toujours lire et acheter d'ailleurs dans les kiosques si vous le souhaitez, avant de devenir le président du Pen Club français, une association qui promet la liberté des journalistes, des éditeurs et des traducteurs qui sont menacés ou encore emprisonnés. Anatole France qui a reçu le prix Nobel de littérature. Voilà, quand même. Tenez, les prix Nobel, on en a parlé. On n'a pas eu beaucoup de Français qui ont eu des Nobel. Non, mais il faut le souligner, 1921 pour ce prix Nobel de la littérature. Et il s'est retiré de ce monde littéraire juste après la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, oui, on va peut-être pas... Parce que sinon, il aurait quand même beaucoup vécu. Ben ouais, notre cher ami. Qui meurt en 24, c'est ça? Il s'est éteint le 12 octobre, effectivement, 1924, tout à fait. Voilà, merci beaucoup, cher Guillaume. On se retrouve demain pour une nouvelle anti-sèche. Et pour l'heure, on retrouve Arnaud Pfersdorf qui publie chez Hatier Parents. Hatier Parents, c'est le nom de l'éditeur. Votre ado, le décrypter, le motiver, l'aider à s'accomplir.
Autre sujet d'actualité, Arnaud Fersdorf, l'éco-anxiété, comment est-ce qu'elle affecte les jeunes? Est-ce que c'est vraiment un sujet dont ils parlent ou est-ce que c'est une construction médiatique où nous on survalorise, on le fait d'ailleurs parfois sur ce plateau, les jeunes qui se disent très très habités par le souci de la planète? Eh bien moins. Les jeunes ados maintenant, curieusement, on a l'impression que c'est un peu moins leur sujet que ceux qui ont 20 ans maintenant. Maintenant, ce qui les intéresse, c'est les animaux et puis l'image toujours. Mais la planète, oui, bien sûr, ils y sont sensibles, mais pour eux, c'est naturel. Donc, c'est comme s'ils n'avaient presque plus besoin d'en parler. Ça fait partie de leur discours quotidien. Il y a eu une génération Greta. Il y a eu une génération. Mais maintenant, Greta doit avoir 25 ans, j'imagine. Mais Greta, c'est une vieille. Oui, enfin, je dis ça. Mais c'est curieux. Mais nous, on le voit dans les préoccupations des ados. Les ados, c'est pas des générations tous les 20 ans. Hein. C'est par tranche de 5 ou 8 ans que ça se passe. Et peut-être avec une accélération même liée aux effets de mode. Et il y a les effets de mode, il y a les effets sociaux. d'image, il y a l'image. Alors, la planète, oui, ok, bon, Ouais. mais enfin, les parents et les grands-parents se sont appropriés ce sujet. Donc, Oui, c'est plus leur dossier. le boulot est fait, quoi. La question du genre, en revanche, ça, c'est une question qui est de plus en plus discutée, aussi bien à travers mon identité de genre, c'est-à-dire est-ce que je suis un garçon, une fille, est-ce que je me vis dans le sexe qui m'a été assigné à la naissance, mais également autour des questions qui ne sont pas des questions de genre, mais des questions d'orientation sexuelle. Ça, c'est quand même des sujets, pareil, il y a 10 ans, ça n'existait pas, ou quasi. Alors, peut-être pas 10 ans, mais en ça tout cas, existe certainement depuis toujours. Oui, non. Mais on en parle, Voilà. On libère la parole, on accepte, il y a ce qu'on appelle aussi la visibilité. Il y a quelques jours, il y avait à Strasbourg, à la faculté de médecine, les journées de la trans-santé. C'était très intéressant, j'y suis d'ailleurs allé, j'en parle dans le livre. C'est vrai que les parents souvent font la confusion entre orientation sexuelle et orientation de genre. Donc, un conseil... Renseignez-vous quand même un peu pour savoir exactement de quoi il s'agit. Je ne vais pas faire un cours là-dessus là maintenant, mais ce qui est important, c'est que l'ado qui se pose des questions se sente écouté, aimé, accompagné et pas jugé. Et il y a souvent encore un jugement. Ouais. Toi, tu es un garçon, tu n'auras certainement pas des chaussures de telle ou telle couleur. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il va être mal dans sa peau, il va se scarifier, dépression, tentative de suicide. Donc, renseignez-vous en tant que parent pour savoir exactement de quoi on parle. Le suicide, qui je crois reste la deuxième cause de mortalité des jeunes, et ça ne s'arrange pas. Et on a un taux assez élevé en France par rapport à d'autres pays. C'est ça. En France, et on a beaucoup de mal à accéder à des pédopsies qui sont débordées pour tout un tas de raisons. Il n'y a pas eu que la Covid qui est passée par là, mais il y a un mal-être chez les ados. Et il faut être prudent, parce que mal-être plus réseaux sociaux, plus algorithmes genre TikTok, égale... risque de tentative de suicide. Donc il faut être très très prudent. Mais il y a ça, moi je rappelle que vous êtes pédiatre, mais il y a un certain nombre de pédiatres qui ne se spécialisent pas en devenant pédopsychiatre parce que c'est un autre métier, mais qui néanmoins s'informent énormément parce que sachant que la pédopsychiatrie est complètement débordée, finalement vous jouez un rôle assez essentiel de ce point de vue-là aujourd'hui. Absolument. Quand même. En fait, on est là. Moi j'avais appris ça. J'avais appris à être pédiatre, à faire un diagnostic de pyélonéphrite, de ceci, de cela, des maladies rares, pour ne pas passer à côté. Ça ne suffit pas. Il faut entrer plus loin. Il faut rentrer dans l'intimité de l'ado, de l'enfant, de la famille, savoir qui le garde, qui fait quoi, quel est l'environnement. Il y a une confiance qui s'installe. Les parents livrent quelque chose. L'ado peut du coup libérer la parole. S'il le faut, les parents attendent dans la salle d'attente. On a un rôle pour déminer et pour décrypter suffisamment en avance. Le suicide, deuxième cause de mortalité des 15-24, avec environ 800 décès par an, et des études que vous mentionnez, réalisées en 2022, qui indiquent une nette dégradation de la santé mentale et du bien-être des adolescents. Il y a eu un virage post-Covid, mais c'est vraiment un virage, parce que pour que vous l'identifiez sur une période aussi courte, c'est que ça doit être massif. Alors, il y a eu une espèce d'accélération parce que... en général, la parole du parent n'est pas trop remise en question. Le parent a plutôt raison. Et il y a eu le fameux port du masque. Je prends ça comme exemple. Ben non, t'as plus besoin de porter le masque, j'ai plus besoin de porter le masque, ou alors il faut que je porte le masque, ou on va l'enlever. Donc le parent ne savait plus très bien ce qu'il fallait dire par rapport à ce qui se passait à l'école. Et du jour au lendemain, les jeunes qui sont ados aujourd'hui, mais qui avaient 8 ans, 6 ans, 7 ans, il y a 4 ans, 5 ans, 4 ans, c'est ce qu'on mesure pas, se sont rendus compte que leurs parents ne savaient pas. Que le savoir des parents était remis en question. Et en plus, accès aux écrans. Donc, on est vraiment dans une espèce de... presque d'inversion, où dans beaucoup de domaines, et c'est fou jusqu'où ça va, l'ado a parfois raison, ou en sait davantage que le parent.
à creuser. Et c'est vrai que ça bouscule énormément de choses. Moi, ça me rappelle le débat qu'on a pu avoir à l'arrivée d'Internet, et notamment en racontant la manière dont cet accès à l'information, au savoir absolument extraordinaire, allait remettre en question la parole des enseignants, notamment, et des enseignantes qui ont été les premiers, j'allais dire, à prendre ça dans la figure. Mais aujourd'hui, vous avez raison, ça touche absolument tout le monde. Les régimes alimentaires particuliers, végétariens, flexitariens, véganes, etc., là aussi, c'est quelque chose qui a toujours existé, d'avoir des régimes particuliers, mais quand même, dont on parle particulièrement en ce moment, avec y compris des pratiques qui s'imposent dans la famille via les ados. Oui, alors je dirais que les véganes, c'est la génération dessus presque. Les ados, alors les garçons, ils venaient par la petite copine. La copine était végane, donc l'ado, pour faire bien, l'adolescent, s'y mettait. Pour faire bien, pour la garder peut-être. Mais c'est un peu les filles qui avaient ouvert ça. Maintenant, c'est rentré un peu dans les mœurs. On sait une chose, j'en profite pour le rappeler, attention au régime vegan chez les nourrissons et les jeunes enfants. C'est à éviter parce que il y avoir des manques en vitamines. On le rappelle régulièrement ici, vous avez raison. Non, c'est très important. Mais voilà, c'est une tendance et c'est vrai que les influenceurs peuvent énormément jouer là-dessus. On accompagne, on vérifie, on force pas. Calcium, vitamine D, fer. Retenons ça. Calcium, vitamine C, vitamine D, pardon. Vitamine C, c'est sympa aussi quand même. Oui, bien sûr. Et le fer, c'est absolument essentiel. Ils ont quand même une influence considérable sur les adultes, ces ados. C'est ce que vous dites. Et alors, c'est pour ça que vous avez fait ce bouquin, qui est un bouquin, alors, qui est marrant d'ailleurs, parce qu'à la fois, il a un look plutôt de bouquin pour les ados, en même temps, vous l'avez écrit pour les adultes, pour les parents. Et il y a des encadrés. Où vraiment vous vous adressez directement à eux. Voilà. Pourquoi vous avez voulu faire cette formule Alors, on sait que l'ado n'aime pas ouvrir des livres. Pas l'ado aujourd'hui. Le laisser traîner à la maison, c'est l'objectif. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va lire. C'est ça. Parce qu'il y a des choses extrêmement intimes, il y a la sexualité, tout ça. Enfin bon. Mais c'est vrai que je ne peux pas écrire un livre pour les ados, sur les ados, si ça ne s'adresse pas à eux. Il y a un langage particulier, je sais exactement ce qu'il faut cibler, il faut faire court. Il ne va pas lire 2 pages. Par contre, il va lire 5 lignes. D'où les petits encadrés. D'où les petits encadrés. On fait passer les messages. Sur un fond de couleur. En tout cas, travail absolument considérable. Vous vous êtes entouré, il y a leur nom sur la couverture du livre, d'un certain nombre de médecins, mais pas seulement de médecins. Il y a aussi Justine Atlan, qu'on avait reçu d'ailleurs sur les questions d'Internet et de cybercriminalité. Le commandant Christian Wettling. Enfin bref, voilà. Beaucoup d'experts qui parlent dans ce bouquin. Ces 400 pages extrêmement denses. Je précise que vous aviez écrit d'autres livres, comme Votre enfant, comme vous, parents, ou également comme Votre grossesse, du désir d'enfant jusqu'au postpartum. Et on aura bien compris que, finalement, dès le désir d'enfant, on commence à élever le futur ado. J'ai bien compris le message? Absolument. Arnaud Fersdorf, vous restez avec nous si vous le voulez bien. On va pousser la porte du cours particulier de Marie-Olivier et partir dans la Drôme. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Dans le cours particulier, on explore des dispositifs pédagogiques originaux un petit peu partout dans le monde et où on remonte dans le temps pour rendre hommage et retracer le parcours d'un certain nombre de grandes pédagogues. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir Marguerite Soubeyran, pédagogue du siècle dernier. Quand on se dit siècle dernier, moi j'ai pensé au 19e, mais non, en fait, c'est le début du 20e. Oui, ça va, c'est pas la peine de rire comme ça. Marguerite Soubeyran voit le jour à Dieu-le-Fit dans la Drôme en 1894. C'est la benjamine d'une fratrie de 5 enfants, c'est la seule fille aussi, et elle naît dans une vieille famille protestante qui lui véhicule des valeurs d'ouverture et de générosité. Et c'est pour ça qu'elle s'intéresse à l'éducation ? Alors, on ne sait pas si c'est familial, mais en tout cas, elle a un déclic. En fait, à 10 ans, Marguerite, elle lit un livre, et elle lit un livre sur les enfants malheureux et abandonnés. Et alors, elle se dit, je n'aurai pas d'enfants, j'en adopterai, et surtout, je m'en occuperai toute ma vie. Et elle file en Suisse, à l'Institut Jean-Jacques Rousseau, pour faire ses études. Oui, c'est un institut dont on parle souvent dans cette chronique, l'École des sciences de l'éducation de Genève. Là, il défile de nombreux noms de l'éducation nouvelle, comme Édouard Claparède, Jean Piaget ou encore Adolphe Ferrière, dont on a parlé dans cette chronique. Eh bien, ces personnages, ce sont les enseignants de Marguerite et aussi de grandes inspirations pour elle. Ainsi formée, elle retourne à Dieulefit, son village natal, on est en Drôme provençale, pour fonder une école. Voilà, en 1929, elle y retourne et elle crée cette école avec sa compagne Catherine Kraft qu'elle a rencontrée à Genève. Plus tard, les rejoindra Simone Monnier qui est une artiste et qui les aidera aussi à co-diriger cette école. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que cette école de Beauvallon, c'est la première école mixte à pédagogie active en France. Tout à fait. Alors, il y a des enfants de 3 à 17 ans qui y sont accueillis. La plupart de ces enfants, même tous, ils sont défavorisés. Ils sont jugés inadaptés au système scolaire. Et en fait, à Beauvallon, ils sont en pleine nature et aussi en pleine confiance. Et confiance qui se construit comment ?
En fait, Marguerite souhaite vraiment que les enfants se sentent comme chez eux, comme à la maison. Donc en fait, la philosophie de l'école, c'est la convivialité et l'accueil. Donc, par exemple, pour qu'ils se sentent à l'aise, ils vont faire en sorte qu'il n'y ait pas de dortoir, mais plutôt de petites chambres pour qu'ils se sentent comme à la maison. Le tutoiement est généralisé entre adultes et enfants. Et puis, leurs récréations sont très libres. Et puis, il y a la nature autour. Il y a la nature, justement. Ils se baladent dans les champs, on trouve un peu les écoles dans la forêt, c'est ça? C'est ça, exactement. Marguerite est persuadée qu'un environnement calme est vraiment propice au développement de l'enfant. L'école est construite autour d'un grand jardin. Ils y plantent des arbres et des fleurs, parce que la beauté, c'est aussi quelque chose qui a de l'importance pour Marguerite. Et elle dit que ça aide aussi les enfants à tout un tas de choses. Il y a aussi une piscine. Et puis, il y a des activités à l'extérieur. Donc, ils vont faire des randonnées, du vélo, beaucoup de choses dans la campagne. Des enfants libres, mais néanmoins un gros travail autour de la notion de responsabilité. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, tout à fait. La responsabilisation, c'est vraiment le principe clé de la pédagogie active créée par Marguerite, qui a été inspirée par de nombreuses pédagogies contemporaines. Et pour cela, elle les fait vraiment participer, ses enfants, à la vie de l'école. Donc pour Marguerite, en fait, il n'y a vraiment pas d'école sans assemblée. Les assemblées, ce sont ces moments où les adultes et les enfants de l'école se réunissent et où ils décident ensemble de l'organisation de l'école, mais aussi de la classe. Une pincée de coéducation aussi, les grands s'occupent des petits. Oui, de parrainage. Oui, il y a les enfants plus jeunes sont parrainés par des enfants plus âgés. C'est vraiment cet esprit de famille, encore une fois, qu'on veut instaurer à Beauvallon. Et ça a été d'autant plus le cas, d'ailleurs, pendant la guerre. Pendant la guerre, parce que l'école se transforme en refuge, littéralement, au sens propre du terme. Oui, tout à fait. Un refuge pour d'abord les réfugiés espagnols dans les années 30 et puis pour des familles juives. Et par exemple, lors des rafles, quand les soldats allemands venaient, eh bien, tout le monde à Beauvallon, donc des familles, les enfants, etc., qui soient... peu importe leur religion, ils allaient tous dans la forêt. Ils faisaient des grands jeux, mais l'idée vraiment c'était de se cacher et de fuir ces soldats. Venez les enfants, on va jouer, mais il s'agissait de sauver sa peau. Refuge qui a permis de sauver des vies. Oui, ça a permis de sauver des vies et puis d'accueillir beaucoup de richesse et de diversité à Beauvallon, puisque les enfants ont pu bénéficier d'enseignements en fait, de personnes d'horizons très différents et aussi d'intellectuels en exil, comme Aragon qui est venu à Beauvallon par exemple. Extraordinaire. Et c'est pour ça qu'elle a reçu ce titre, cette médaille de juste parmi les nations, Marguerite, qu'on remet à des personnes qui ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Exactement, c'était l'une des premières à l'obtenir en 1969. Marguerite restera dans les mémoires pour son engagement, ses valeurs de tolérance, de justice, de dignité, de générosité. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est sa petite fille qui l'a dit dans de plusieurs interviews. Alors on sait que c'est vrai. Voilà. Et je vous laisse sur cette citation de Marguerite Soubeyran. « Comment rendre nos enfants responsables ? J'ai la conviction inébranlable qu'il faut semer sans penser aux résultats. » Merci, beau portrait, j'en suis tout à fait presque ému. Belle personne, vous ne connaissiez pas? Le nom me dit aussi... le nom vous dit quelque chose. Beauvallon, voilà. Ce sont des personnes c'est des belles... qui ont défriché, voilà. Ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait du bien, hein, mais semer sans penser aux résultats, c'est un petit peu ce que vous nous dites aussi, vous, en tant que pédiatre. On veut trop être dans le résultat et dans la compétition, déjà pour un nouveau-né. Et d'un mot sur la pression, vous en parlez, vous parlez de Parcoursup dans votre bouquin. Oui. Un pédiatre qui parle de Parcoursup. Oui, Cette pression de l'orientation des études classiques, c'est quelque chose que vous sentez très fort aussi en ce moment. Que je sens, ça déroute beaucoup d'ados et qui sont obligés d'aller faire du chat GPT pour faire les dossiers de réponse. C'est terrible. Et du coup, les enseignants, le jury... voit bien que c'est du chat GPT, donc du coup ils sont déclassés. Enfin, ça donne des situations rocambolesques. Complètement rocambolesques et ubuesques. En tout cas, merci beaucoup, Marie, pour ce portrait de Marguerite Soubeyran, début du XXe siècle, l'école de Beauvallon. Merci beaucoup, docteur Arnaud Ferzan. Vous pouvez vous voir à la télé aussi, pas seulement sur School, non? Oui. Dans les maternelles de temps en temps. Oui, les maternelles, où je fais des chroniques. Nous, on a la mou verte, hein, donc on peut faire de la pub pour les autres télés, ça ne nous dérange pas. Sympa. Voilà, et puis vous faites plein de choses, hein. Je n'ai pas tout raconté, vous avez aussi fondé Pédiatre Online. Oui, alors ça c'est un site que j'ai monté, j'ai peur de dire le nombre de décennies, au moment où Internet est arrivé, oui. Et je me souviens que j'avais en face de moi un papa qui était ingénieur en informatique et je lui ai demandé mais à quoi ça sert Internet? Ah oui, parce que moi j'ai connu avant et après, et il m'a dit je vous conseille d'ouvrir un site, appelez-le Pédiatre Online. Génial. Vous pourrez diffuser toutes les informations. Et j'ai fait ça, c'était il y a 35 ans. Voilà, et bien la suite de Pédiatre Online, c'est votre ado, le décrypter, le motiver, l'aider à s'accomplir. Superbe travail, superbe bouquin, un indispensable à laisser traîner sur la table du salon, vous l'aurez compris. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Coralie Roulet au maquillage, Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de l'émission et en régie aujourd'hui, avec au son Alexis Oustavasidis et Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et pour ce qui est du grand oral, sur toutes les plateformes de podcast, pas de podcast, de podcast, Emmanuel.